Voici maintenant l'invité de la matinale. Il est colonel de l'infanterie de marine, historien. Il vient de publier La théorie du soldat chez Perrin. Il est également La théorie du combattant chez Perrin. Il est également l'auteur d'un blog qui s'appelle La Voix de l'épée, que je vous recommande vivement. Donald Trump a récemment traité par le mépris la contribution des alliés de l'OTAN à la guerre d'Afghanistan. Et hier, le secrétaire général de l'organisation transatlantique a clairement expliqué aux Européens qu'il rêvait en croyant pouvoir assurer leur défense sans les États-Unis. On en parle maintenant avec Michel Goya. Bonjour Michel Goya. Bonjour. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Votre livre commence par une évocation de l'action de la France en Afghanistan. Il est même dédié. Il est dédié à 10 hommes courageux morts dans l'embuscade des 18 et 19 août 2018 en Afghanistan. 2008, pardon. Quand Donald Trump déclare la semaine dernière sur Fox News que la contribution des alliés de l'OTAN en Afghanistan fut négligeable, vous lui lancez un sort sur Twitter. Oui, je demande que les fantômes des 1000 soldats européens et canadiens, membres de l'OTAN, qui sont morts en Afghanistan, aux côtés des Américains, viennent le hanter la nuit. Bien sûr, mais tout ça, c'est très insultant, quoi. Et en plus, quand cela vient de quelqu'un qui, d'une part, a tout fait pour éviter de porter l'uniforme lorsqu'on l'exigeait de lui dans le passé, et qui, par ailleurs, c'est lui qui a lâché l'Afghanistan, en fait. Il faut quand même le rappeler, qui a négocié avec les talibans, considérant que l'Afghanistan c'était un poids mort, et donc il a abandonné aussi les Afghans. Donc tout ça est évidemment manifestement insultant, très maladroit par ailleurs. Quel intérêt d'insulter ses alliés, et qu'est-ce qu'il y a de pire que d'insulter les gens qui sont morts pour combattre aux côtés des Américains. Mais bon, je pense que évidemment, globalement, Donald Trump s'en fout, en fait. Il se fout des alliés, de toute façon. Il dit, il n'a pas de surmoi, il dit ce qu'il a dans la tête. C'est absolument indigne. Michel Goya, comment cette phrase peut être prise aussi par les militaires américains, qui sont très nombreux au sein de l'OTAN, évidemment, et globalement parmi les militaires américains que vous pouvez côtoyer régulièrement, cette insulte aux morts, aux soldats morts en opération, de façon générale, ça doit assez mal passer, même auprès des militaires américains. Bien sûr, et il y a beaucoup de choses qui passent mal de la part de Trump auprès des militaires américains. Il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi de ce côté-là la volonté d'une reprise en main des militaires américains par le pouvoir exécutif, voire d'une intimidation. Rappelez-vous quand il y a ce fameux discours devant tous les généraux amiraux américains qui sont réunis, et Donald Trump arrive en disant, en gros, voilà, obéissez-moi, sinon je vous coupe la tête, quoi. Sinon c'est la purge. Sinon c'est la purge. Des officiers américains, dont je rappelle, qui ont tous prêté serment de protéger la Constitution. Ils n'ont pas du tout prêté serment, ils n'ont pas fidélité aux présences des États-Unis, surtout pas à Trump. Donc oui, ils n'aiment pas, mais et ça c'est peut-être un peu nouveau, beaucoup ont peur, en fait. Il y a de la peur. Oui. Il y a de la peur au sein de l'armée américaine. Au sein, des postes, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une forme d'intimidation, mais ça aussi c'est un élément nouveau de la présidence Trump, c'est la peur et l'intimidation qui est imposée dans tous les instruments fédéraux, on va dire, et notamment les instruments de force. On y reviendra tout à l'heure. Hier, Mark Rutte, Michel Goya, le secrétaire général hollandais de l'OTAN, a lancé aux parlementaires européens: si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver, vous ne le pouvez pas. Comment vous interprétez cet avertissement du secrétaire général de l'OTAN, qui est un peu contradictoire avec ce que raconte Trump? Trump a l'impression de traiter ses alliés de l'OTAN comme un sparadrap à sa chaussure, et le secrétaire général de l'OTAN dit aux Européens: vous pouvez pas faire sans l'OTAN. C'est à devenir dingue. Cette contradiction n'est qu'apparente, c'est-à-dire que Donald Trump aussi, et en cela il suit une ligne américaine profonde, dit en gros faites plus, vous Européens faites plus pour votre défense, sur quoi il a raison, mais c'est aussi sous-entendu faites plus de votre défense, mais profitez-en pour acheter américain, et en même temps, après beaucoup d'hésitation, finalement l'OTAN ça reste quand même un instrument de
de contrôle sur les Européens. Justement parce que, et ça aussi c'était une politique suivie, c'est-à-dire que très techniquement, les forces de l'OTAN peuvent pas fonctionner correctement, on va le dire comme ça, sans les Américains. Et donc oui, il y a une dépendance politique, mais une dépendance technique aussi aux Américains, avec effectivement ce discours paradoxal apparemment paradoxal de Donald Trump, disant qu'en gros il n'en a rien à foutre des Européens. Il est dans une politique où America first, America au sens de continent d'ailleurs, first, l'Europe on s'en fout, mais en même temps, voilà, parce que dans sa logique, il classe les pays en pays forts qu'il faut respecter, en gros, et les pays faibles qu'il faut racketter. Et les Européens, c'est quand même des pays surtout qu'il faut racketter. Voilà. Si on imaginons l'OTAN comme une copropriété, Michel Goya, c'est celui qui a le plus de lot qui décide si on refait la cage d'escalier ou pas, et si on intervient sur l'ascenseur. Tant que les Européens ne contribueront pas au moins significativement au fonctionnement de l'OTAN et à son budget, et qu'ils n'augmenteront pas leur contribution aux charges de copropriété, le propriétaire majoritaire les tiendra par le mépris. Oui, c'est vrai. On pourrait parler de société par action aussi. Oui, il y a 1000 façons d'en parler. Oui, mais alors après, il faut relativiser un petit peu quand même. Hein. C'est-à-dire que d'abord, oui, l'OTAN a un budget de fonctionnement, il faut quand même le rappeler, comme toute organisation, comme toute structure, qui est payé au prorata du PIB. C'est-à-dire que là, on peut rien dire, c'est juste. Voilà, chacun paye en fonction de sa fortune, de sa richesse nationale. Et puis ensuite, il y a les budgets de défense des différents États. En rappelant que les États-Unis ont fait un effort aussi de défense considérable. Certes, le contribuable américain moyen, il paye 2 fois plus pour son armée que le contribuable français, par exemple. Mais c'était pas pour la défense de l'Europe. C'était un peu le cas à l'époque Reagan, mais la poussée principale du budget des Américains, il date de 2001. Il date des attaques du 11 septembre, où là, vous avez une augmentation considérable de la puissance militaire américaine, mais qui n'est pas faite pour défendre l'Europe, qui à l'époque, d'ailleurs, n'a pas forcément besoin d'être défendue. C'est pour aller combattre en Afghanistan, en Irak, c'est pour aller faire la guerre dans le monde, faire la police du monde, pour lutter contre les organisations djihadistes. C'est pas du tout à cause de l'Europe. Donc, critiquer les pays européens en disant, voilà, vous faites moins que nous, c'est quand même un petit peu injuste. Même si, pour le coup, je suis d'accord sur le fait que les pays européens, et la France en particulier, ont désarmé et n'ont pas assez investi dans leur défense. Michel Goya, j'aimerais votre analyse sur ce qui se passe en ce moment sur le territoire américain. On y voit des gens habillés en militaire et qui mènent des opérations de police qui virent au drame. Je pense évidemment au Minnesota et à ce qui se passe à Minneapolis. Que vous inspire cette militarisation du maintien de l'ordre aux États-Unis ? Alors, comment dire, oui, il y a un mélange des genres. Il y a un mélange des genres, je sais, à l'extérieur, c'est-à-dire le mélange police-guerre. Il y a deux manières d'utiliser la force armée, d'emploi le monopole de la force par l'État. C'est la guerre ou la police. Et vous notez qu'à l'extérieur, par exemple, l'opération au Venezuela, c'était une opération de police. Il fallait éliminer un grand délinquant qui était un grand criminel qui était Nicolás Maduro, mais en utilisant un moyen de guerre. Et pour ça, on utilise le Stempel, le titre de terroriste. Vous mettez terroriste quelque part, hop, tout de suite, vous pouvez appliquer des méthodes de guerre. Mais à l'intérieur aussi, et je vais revenir un petit peu en arrière dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire que Trump, ce serait quelqu'un qui ferait horreur aux pères fondateurs des États-Unis, incontestablement. Ces pères fondateurs qui ont tous le souvenir de la République anglaise un siècle plus tôt, qui a été tuée par Oliver Cromwell, le chef de l'armée, qui s'est imposé chef de l'exécutif, qui a pris tous les pouvoirs et qui a établi une dictature, une tyrannie dans le terme américain, sur le territoire, qui a lancé des guerres épouvantables par ailleurs. Et ils ont tous en mémoire cet épisode et ils se disent, voilà, il faut tout faire pour que le président des États-Unis ne devienne pas un Cromwell. Et donc, les brider, il y a le pouvoir des États qui s'oppose à celui de l'État fédéral. Il n'y a pas d'armée, mais il y a des milices privées, c'est-à-dire qu'on autorise, on fait plus confiance aux citoyens armés qu'à l'État armée à cette époque. Tous les officiers, j'en parlais tout à l'heure, mais tous les agents fédéraux doivent prêter serment à la Constitution, et puis vous avez bien sûr les contre-pouvoirs, c'est le Congrès qui décide de la guerre, etc., etc. Vous avez la Cour suprême, tout ça très verrouillé. En clair, vous êtes en train de me dire que dans son ADN, l'Amérique, les États-Unis, se méfient des polices fédérales. Se méfie des tyrans, et se méfie... et donc, là, Trump, c'est quelqu'un qui veut étendre son pouvoir, y compris son pouvoir personnel,
quoi. Donc je parlais tout à l'heure, il l'intimide. Alors il a la majorité au Congrès, au Sénat et à la Chambre des représentants, mais il fait peur en fait à tous ces élus en disant voilà, il menace d'une certaine façon, il menace la presse, il s'attaque à la presse et là, effectivement, il utilise des forces fédérales, donc qui sont à sa main, et particulièrement ce fameux ICE, et notamment la branche de l'ICE qui est chargée de la traque des réguliers, des clandestins, voilà, pour imposer. Il emploie une force armée fédérale. Alors effectivement, qu'on distingue plus alors c'est pas nouveau, mais qu'on distingue plus de la police. Mais ils sont en treillis. Ils sont en treillis, ils sont armés comme des soldats. On est dans une situation d'ailleurs où, au Minnesota, la garde nationale, donc qui est l'armée de l'État d'une certaine façon, est obligée de s'habiller différemment pour se distinguer des policiers quand même, en disant voilà non c'est pas nous. Parce que derrière tout ça, il y a aussi une confrontation. On a du mal à imaginer en France, mais entre l'État fédéral et l'État du Minnesota, ou la Californie précédemment, etc. Les États bleus en particulier, donc les opposés à Donald Trump. Et donc oui, il y en a une force armée de l'État qui arrive sur un territoire, qui fait ce qu'il veut, qui viole au moins 2 amendements de la Constitution, le fait de pénétrer dans les habitations sans mandat, pour aller traquer les gens, ça, c'est pas très américain, on va le dire. C'est pas orthodoxe, oui. C'est pas très orthodoxe. Et puis s'attaquer, tuer quelqu'un sous prétexte qu'il a une arme sur lui. Alors là, c'est quelque chose qui fait... Ça, c'est le 2e amendement, la liberté d'avoir des armes pour les citoyens. Ça fait horreur aussi aux bons citoyens américains, même, je dirais même, conservateurs. Même la NRA s'est indignée. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Les citoyens américains ont le droit d'être armés. Si vous tirez sur des gens qui sont armés alors qu'on en fait la promotion, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Non, Ce qui nous paraît fou à nous, Européens, mais ça a sa logique aux États-Unis. Mais complètement. Je le rappelle, dans la logique américaine, ce sont les citoyens qui assurent la démocratie. C'est pas le président des États-Unis dont on se méfie. Michel Goya, je voudrais que vous nous disiez un mot sur cette théorie du combattant. Vous expliquez dans ce livre que le concept de combattant rapproché, c'est-à-dire les gens qui sont les plus près de la ligne de front, qui sont les plus près de l'ennemi, ceux qui sont quasiment au corps à corps. Du temps de Napoléon, on aurait parlé de ceux qui mettent des coups de baïonnette dans le corps de l'ennemi. Vous dites que ce rôle a évolué avec les technologies, avec les drones, et en même temps, il y a des tranchées en Ukraine. On retrouve une imagerie de la guerre de 14, la même violence, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts des 2 côtés. Qu'est-ce qui a changé en un mot ? Fondamentalement, pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est malgré tout, au bout du compte, ce sont ces gens-là qui font la conquête du terrain, qui plantent les drapeaux, qui défendent les drapeaux, qui contrôlent le terrain, et ce sont eux qui gagnent ou perdent les guerres, fondamentalement. Donc, ça veut dire que c'est une illusion de se dire que la guerre sera de plus en plus propre, qu'avec les drones, qu'avec la mise à distance des cibles et de ceux qui commandent, ceux qui veulent viser les cibles, on aura quasiment des guerres sans mort ? Oui, on aura des guerres sans mort. Pour soi, éventuellement, pour ceux qui utilisent ces engins. Mais le problème, c'est qu'on aura beaucoup moins de résultats aussi sur le terrain. Il y aura beaucoup moins d'effets stratégiques. Donald Trump, il n'utilise que le marteau, il n'utilise que des frappes, éventuellement des raids héliportés, on l'a vu, un peu risqués, mais sinon, on prend aucun risque. Mais encore une fois, la guerre, même tout se gagne vraiment sur le terrain. Et pour ça, il faut accepter que des soldats prennent des risques. C'est ça le vrai. Il faut qu'on ait, dans une nation, il faut qu'on ait des soldats, des gens qui soient capables de prendre des risques et que la nation elle-même accepte qu'ils meurent en réalité. Et qui acceptent de verser leur sang. Michel Goya au micro de Radio Classique, Théorie du combattant, livre paru chez Perrin, est dédié à 10 Français morts en soldat en Afghanistan. On peut citer leurs noms: Sébastien Devez, Damien Buil, Nicolas Grégoire, Rodolphe Pénon, Mélam Boima, Kevin Chassin, Damien Gaillet, Julien Lepain, Anthony Rivière et Alexis Tani, tous morts dans cette embuscade en Afghanistan en 2008. Je voulais citer leurs noms. Michel Goya, merci. Merci à vous. À suivre le rappel des titres avec Charles Bonner, et puis la revue de presse d'Hervé Gattegnan, et puis nos esprits libres d'aujourd'hui, Jean-François Colosimo et Cécile Cornudet, Radio Classique.